c'est comme ça, lorsque vous arrivez quelque part, vous lavez les mains tranquillement parce que tout simplement, nous sommes dans une période assez sensible et on parle de Covid. Allez, bonjour et bienvenue. Vous êtes dans Matin Bonheur. Aujourd'hui, vous l'aurez bien compris avec ce dispositif que nous avons en place. Nous commençons dans un bel endroit. Un bel endroit qui est fréquenté aussi les matins pour prendre des forces. Vous voyez, c'est le matin. Donc, il y a déjà ce coq-là qui chante et qui nous fait comprendre que nous sommes, oui, à Matin Bonheur. Allez, on retrouve Alix à qui on fait un gros coucou. On va avec elle au studio et on reviendra dans quelques instants pour découvrir cet endroit. Et je tiens juste à vous dire que nous sommes ici chez le ministre des Affaires gastronomiques. À tout de suite. Bonjour à vous également, chers téléspectateurs, Jean du matin. Bienvenue à votre programme matinal. Ici aussi, en ambiance studio, il y règne voilà, un menu tout aussi appétissant. Alors, nous allons parcourir ces quelques lignes-là pour vous apporter des informations très pertinentes et utiles pour démarrer ce début de semaine. On aura donc le passage de M. Paul Arnaud Écou dans la case Info Route qui parlera aujourd'hui de cette profession très en vogue, à savoir les coursiers-livreurs. Et en fin d'émission, on parlera du troisième âge. Non pas pour parler de santé, mais pour parler de business, d'argent et d'investissement avec M. Abi Guy Nogues. Mais pour l'heure, j'ai envie de vous emmener voir la couleur du temps dans la météo. Et juste après, ce sera Régis Kofi pour son premier flash. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, un temps de brouillard ou de brume humide sera observé localement dans les régions du littoral et du sud forestier. En début de période, le temps sera généralement nuageux et le nord et la bande centrale resteront sous un temps poussiéreux avec une faible concentration de poussière dans la bande centrale. Le mercure affichera 25 degrés à Abidjan, 24 à Adiaké, 21 degrés à Bondoukou, 22 à Boaké, Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 18 à Korogo, 20 degrés à Mont, 16 degrés la minimale à Odiéné, 24 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 23 degrés à Yamoussoukro. Au cours de l'après-midi, les vents secs s'imposeront dans le nord, la bande centrale avec un temps chaud et brumeux. Dans les régions forestières et littorales, les vents humides favoriseront le développement de cellules orageuses en milieu ou en fin de période. Côté température, nous pourrons observer 31 degrés à Abidjan et à Diaké, 36 à Bondoukou, 34 à Boaké et à Daloa, 35 à Dimbokro, 33 à Gagnoa, 36 degrés à Korogo, 34 à Mont, 36 degrés à Odiéné, 32 à San Pedro, 31 degrés à Sassandra et Tabou et enfin 34 à Yamoussoukro. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et très bon début de semaine à toutes et à tous. Bonjour à tous, très bon début de journée à vous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Il est allé remobiliser les troupes sur le terrain. Le chef d'état-major général des armées était samedi à Tombouctou, au Mali, sur le théâtre des opérations de la MINUSMA. Le général Lassina Doumbia a rencontré ces hommes. Il les a encouragé l'ensemble du contingent engagé dans la lutte contre le terrorisme. On fait le point avec Abou Sanogo. Aéroport de Tombouctou. Ici, les visages sont au recueillement, les mines graves. Le souvenir de l'attaque djihadiste du mercredi 13 janvier est encore vivace dans la mémoire collective. L'annonce de la visite du général du corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, ce samedi 16 janvier, vient illuminer cette atmosphère particulière. À son arrivée sur le camp de Tombouctou, le général de corps d'armée Lassina Doumbia a été accueilli par le général Wael Chaoupki, commandant le secteur ouest de la force de la MINUSMA, avant de recevoir les honneurs militaires rendus par un détachement ghanéen.
sur le récit des circonstances de l'attaque du convoi de la compagnie ivoirienne en mission de reconnaissance. Le commandant du bataillon ivoirien, le lieutenant-colonel Kwame Jean-Marie, a révélé le caractère particulièrement violent de l'affrontement. L'on retiendra que ce n'est pas la supériorité tactique et capacitaire qui était l'ennemi ce jour-là, mais plutôt la perfidie, la traîtrise et la lâcheté. L'on note également la prompte réaction des forces ivoiriennes qui ont réussi à repousser cette attaque complexe sous des feux nourris pendant plus d'une heure avant l'arrivée des renforts et des secours. Au casque bleu ivoirien, le chef d'état-major général des armées a transmis les condoléances du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées, la compassion du premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et le soutien de toute la nation ivoirienne. Aux soldats, il a demandé de tenir bon, car engagé dans un combat qui est noble et juste, adresse au cours de laquelle il a indiqué à ses hommes que les meilleures unités ne sont pas celles qui ne perdent pas d'hommes sur le terrain. Non, si tu ne prends pas de risques, si tu ne t'engages pas, tu ne perdras pas. Les meilleures unités sont celles qui n'abandonnent jamais ni leurs hommes, ni leur matériel sur le terrain et qui continuent la mission. Toute chose qu'il a retrouvée en cette unité. Et c'est ce que vous avez fait. Être capable de sécuriser sa zone, être capable de s'organiser pour procéder à l'évacuation des blessés, pour procéder au ramassage des morts, être capable ensuite, sans paniquer, de s'installer en base temporaire, reprendre la mission. Parmi les meilleures unités, celles qui deviennent excellentes, ce sont celles qui sont capables de rebondir, celles qui sont capables de réagir, celles qui sont capables de continuer leur mission. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Mali, Cheikh Bakayoko, a félicité l'ensemble du bataillon pour le sens élevé du devoir et du professionnalisme unanimement reconnu et apprécié des acteurs présents sur le théâtre malien. Je voudrais vous réaffirmer le soutien des autorités ivoiriennes pour la mission que vous menez. Nous savons que c'est une mission assez difficile, assez délicate, et l'engagement que vous avez pris est à saluer. Au cours de cette visite, le général Lassina Doumbia a inspecté les installations du bataillon ivoirien pour s'assurer que ces hommes évoluent dans un environnement propice et disposent de bonnes conditions de vie et de travail. Puis suivra une visite aux blessés légers qui sont sortis indemnes de l'attaque, internés à l'hôpital du niveau 2 du camp de Tombouctou. Les 3 blessés graves ont été pris en charge à l'hôpital militaire de Dakar, où leurs vies sont hors de danger. L'officier général a eu le mot de réconfort pour chacun. Et conformément aux traditions militaires, les casques bleus ivoiriens ont partagé un repas de corps avec le chef d'état-major général des armées. Un moment bien particulier, constitué des mets typiquement ivoiriens que le chef d'état-major général des armées a pris soin d'emporter avec lui et qui a permis de dissiper les souvenirs encore tenaces et galvaniser des hommes qui, après avoir accusé le coup, sont revigorés et plus déterminés que jamais. C'est sous le coup de 15h GMT que le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, et sa délégation ont pris le chemin du retour. Mais bien avant, le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, a reçu au quartier général du secteur ouest de la MINUSMA les admirations du général Wael Chaoufki, commandant ce secteur, du général Denis Gilensport, commandant de la force, et de Ricardo Maya, chef du bureau régional de la MINUSMA, pour la bonne tenue du contingent ivoirien. Ensemble, ils ont envisagé les défis considérables à relever et ont convenu d'adapter les actions de la force aux nouvelles formes de menaces. Ceci du fait de la nature complexe de la situation sécuritaire observée ces derniers jours. Je vous fais à présent un point rapide de la pandémie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce dimanche 17 janvier 2021 213 nouveaux cas de Covid-19 sur 2881 échantillons prélevés, soit 7,4% de cas positifs, 130 guéris et 0 décès. À la date du 17 janvier 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 25 241 cas confirmés, dont 23 331 personnes guéries, 141 décès et 1769 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 298 847. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que l'épidémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au respect des mesures barrières, notamment le port de masques dans les espaces accueillant du public et les transports en commun pour stopper la transmission du virus.
Fin de ce point de l'actualité. Prochain retour de l'information à 7h. Merci à vous, Régis Kofi. Et puis, bon début de semaine en notre compagnie. On vous retrouvera dans quelques minutes seulement. Le temps pour nous de faire un petit tour du côté du Congo et vous suggérer en ce lundi matin un prénom pour les naissances avec ce prénom de fille qui se décline comme suite Shinaka, qui veut dire la femme de feu. Ici, c'est Amoudjou. N'oubliez pas. Alors, pour les garçons, c'est Gadiel qui veut dire richesse du Très-Haut, richesse de Dieu. Et là, on aperçoit la belle carte du pays que nous affectionnons tout particulièrement, hein, le Congo, les deux Congos d'ailleurs, que ce soit Kinuka ou Brazza, nous aimons fortement ces deux nations-là et avec elles toutes les nations d'Afrique singulièrement. Alors, pour aujourd'hui, nous en sommes au 18e jour, ça avance tout doucement, quoique vous savez que janvier, ça dure 3 mois, mais bon, on va y arriver au bout d'un moment. Et puis, partager avec vous ce beau proverbe africain qui dit « Là où on sème, on ne fait jamais, ou là où on sème, il ne fait jamais nuit. » Et c'est comme ici à Matin Bonheur, parce que nous, on vous aime grand comme ça. Donc, c'est toujours avec de la lumière et de la couleur que l'on démarre ensemble nos matinées. Alors, lui, il a démarré depuis l'aurore, hein, avec ses menus qu'il va essayer de nous présenter, là, parce qu'il se trouve dans un ministère très important, celui de la gastronomie. C'est Thierry Angeval qu'on retrouve maintenant. Le boss, on peut me servir café, c'est possible. Merci là-bas. J'ai découpé le pain en tranches. Oui. Merci d'avoir. Ah, on dira les bienfaits de ce métier. Voilà, allez, un peu de force ce matin avec du café, du lait, du pain et du beurre. Et oui, il y en a comme ça, comme moi, tout de suite là, qui commencent la journée avec ce menu. Un menu atypique, un menu particulier, un menu que tout le monde connaît. Oui, qui n'est jamais allé au kiosque pour déguster cela très tôt le matin, et surtout cette chaleur que nous avons avec ce café bien chaud. Nous sommes, je l'ai dit, ici de retour dans notre endroit, dans notre petit resto. Ici, c'est la joie. Voilà, c'est la joie que nous procurons ici chaque matin avec toutes ces personnes qui viennent ici pour commencer la journée, pour commencer la semaine. Nous sommes chez le ministre des Affaires gastronomiques. Venez avec moi. Bonjour, monsieur. Bon appétit. Alors, nous allons entrer dans le bureau de monsieur le ministre des Affaires gastronomiques. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va. Alors, on va se présenter à la caméra, hein, le nom et tout. Ici, c'est le ministre des Affaires, oui. comme on le dit, gastronomique. Oui. Le nom de monsieur le ministre? C'est monsieur Mokhtar Diallo. Monsieur Mokhtar Diallo. Alors, les amis, nous allons commencer la semaine avec monsieur Mokhtar Diallo. C'est un habitant du quartier. Il fait plaisir à toutes les personnes qui sont ici à Cocody Centre. Alors, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens, à part ce que moi j'ai mangé ce matin? J'ai commencé, je n'ai pas terminé, je termine tout à l'heure. À part ce que j'ai commencé à manger, qu'est-ce qu'on propose aux Ivoiriens chaque matin? Ici, on commence par le café, oui. Comme vous l'avez si bien dit. Oui. Du pain avec viande hachée, oui. pain beurre, oui. Saucisson avec de l'omelette, oui. Et puis accompagné du café. Alors, à part ce qu'on propose aux Ivoiriens, on va repartir un peu en arrière. Vous êtes ici depuis quand? Depuis combien de temps? Bon, l'espace est là il y a longtemps, mais moi, j'ai fait au moins 2 ans. Au moins 2 ans. Et après 2 ans, ça va, tout se passe bien? Bon, grâce à Dieu, on maintient. Alors, on voit qu'ici, on a des chaises, des tables qui sont installées.
c'est pas comme ce qu'on connaît habituellement. Hein. On va chez le Diallo, on va au kiosque. Non, ici, il y a vraiment une disposition qui est prise pour toutes ces personnes qui viennent manger. Pourquoi on a agrémenté les choses comme ça? Pourquoi on a fait cet espace comme ça? Bon, c'est l'amour du travail d'abord. Et le respect des clients qui viennent. Oui. Il faut avoir un dispositif raisonnable et responsable pour pouvoir recevoir les gens qui vont venir. Voilà, ça c'est bien. C'est en ce sens que l'on essaie de progresser au fur et à mesure. Bien sûr. Et de rendre l'endroit plus agréable, plus convivial et tout. Plus agréable et convivial, comme vous avez dit. Oui. Les clients, ils aiment bien ça? Oui, bien sûr. Ah, ok. Ok. Alors, chaque matin, vous nous faites plaisir, vous nous donnez à manger. Vous venez à quelle heure? Et puis, comment ça se passe? Comment la journée commence ici? Bon, nous, on se lève un peu tôt pour pouvoir bien recevoir nos clients. Oui. Préparer les choses qu'on doit préparer parce qu'on ne prépare pas pour garder. On vient préparer tout de suite et puis attendre. Ok, ok. Donc, on prépare tout de suite, on attend et puis les clients viennent. Voilà. Alors, M. Mokhtar, c'est vrai, il va dire... il y a la prière. Ouais, je sais qu'il est musulman, croyant, pratiquant. Donc, il y a la prière chaque 4 heures du matin. Après la prière, on fait quoi? Quel est le petit rituel, la petite chose qu'on fait chaque matin? Il y en a qui disent, moi, je me lève du pied droit parce que ça va faire que j'aurai une bonne journée. D'autres qui disent, moi, je bois de l'eau chaque matin parce que ça me permet d'être bien. Qu'est-ce que Mokhtar fait? Bon, quand on se lève, on se prépare pour la prière du matin. Une fois prié, tu demandes à Dieu qu'il y ait l'entente entre toi et puis tes clients, qu'il y ait le bonheur et que vraiment la journée se passe très bien. On confie tout ça à Dieu avant de sortir. C'est tout ce qu'on fait. Ok, voilà qui est bien. Alors, on peut voir ce qu'on a ici. On va faire voyager la caméra à travers notre cuisine. Ça donne envie de manger le matin et tout. Ça donne vraiment envie de manger le matin. On s'approche un peu. Ici, on a de la tomate. On fait la présentation, Mokhtar? On a de la tomate. Oui, il y a de la tomate, des oignons, oui, de la mayonnaise, et puis notre viande hachée. Oui, un peu de sel pour pouvoir donner du goût. Et puis, on peut ouvrir pour voir. On peut ouvrir pour voir. Bon. Oui. Vous voyez. Aïe, 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 aïe. On va se faire plaisir juste après parce que, franchement... On va refermer, voilà, on va refermer. C'est de la nourriture pour nos clients, donc on ne va pas trop exposer. On a des œufs, on a du pain, on a tout ce qu'il faut. Alors, on va vous laisser travailler juste ce temps pour nous de nous occuper de nos amis, les clients, voilà. Et puis on revient à vous dans quelques instants. À tout à l'heure, Mokhtar. Alors, je l'ai dit, nous sommes avec un client qui est venu très tôt le matin, ici au ministère des Affaires gastronomiques. Il va nous dire un peu ce qu'il ressent quand il déguste tous ces mets de Mr Mokhtar. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est monsieur? Monsieur Kone Adama. Monsieur Kone Adama. Alors, ce matin, on voit que vous avez pris du thé et puis du pain avec de la viande hachée, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Déjà, pourquoi vous avez choisi cela? Chaque matin, c'est ça j'ai l'habitude de prendre. Ils sont tellement bien dedans, donc ça fait que moi, dès que si avant d'aller au travail, il faut que je passe ici pour prendre mon petit déjeuner. Oui. En tout cas, monsieur le ministre, c'est ce que vous aimez. Oui. Dès que j'arrive, je dis bonjour. Ils savent ce que je veux. Ok. À moins que si moi-même je change à la dernière minute pour dire ça là, je ne prends pas ça aujourd'hui, je prends un café au lait ou pas. C'est Lipton au viande hachée. Alors, c'est un endroit que vous fréquentez chaque matin. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la joie que nous avons ici? On appelle cet endroit la joie, voilà, sur la joie. Moi, je trouve qu'il y a l'ambiance, il s'occupe bien des gens, il respecte les clients, oui, effectivement. On prend soin de vous, vous mangez bien. Tout à fait. On mange bien même, voilà. Et puis on sent que c'est propre, contrairement à... Merci, encore, ils sont propres, ils sont bien organisés, il faut le dire. Ok. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Kone. On va vous laisser quand même terminer. Voilà. Mais moi, j'arrive là, moi, Voilà, c'est un peu cette belle ambiance que nous avons dans ces endroits que nous fréquentons au quotidien. C'est ça aussi, Matin Bonheur, se rapprocher des populations pour savoir comment ça se passe, leur quotidien, comment les populations se lèvent le matin, comment elles débutent la journée. Et ici, au ministère des Affaires gastronomiques, comment est-ce qu'on débute la journée? On a du café, on a tout ce qu'on aime avoir dans notre assiette
le matin pour bien débuter la journée. Nous sommes encore ici. On va essayer d'échanger encore avec notre ami Mokhtar et on va lui faire cette petite surprise. Vous savez, c'est ça aussi, Matin Bonheur. Allez, on revient dans notre cuisine. Alors, Monsieur le ministre des Affaires gastronomiques, qu'est-ce qu'on peut dire en face de la caméra de Matin Bonheur? Qu'est-ce qu'on peut dire aux Ivoiriens qui regardent en ce moment cette émission? Bon, nous, on peut dire d'abord merci pour l'hospitalité et de s'encourager à se lever très tôt pour travailler. Ouais, c'est très important et de s'entendre mutuellement pour que tout un chacun puisse avancer. Bien sûr. Dans l'entente. Alors, vous êtes quelqu'un de très matinal. Qu'est-ce que ça fait pour un homme d'être matinal? C'est une bonne chose pour le moral. Oui. C'est la vie, moi, je peux dire comme ça. Ça dépend de chacun de ce qu'il fait comme travail. Oui. Mais je crois que se lever très tôt, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui. Est-ce que souvent, il n'y a pas de difficultés avec les clients? Ça peut arriver, hein? Bon, des petits problèmes et tout. Bon, on peut dire ça, mais quand tu aimes ton travail, tu essaies de cerner tout ça. Oui. Parce qu'on ne peut pas dire que ça peut être 100%. Bien sûr, bien sûr. Il faut être prêt, aimer son travail et pouvoir mieux l'exécuter. Bien sûr. Sinon, les problèmes, ça, on peut les rencontrer. Mais il faut les cerner et puis savoir que c'est ton travail que tu es en train de faire. Bien sûr. Ça, c'est bien. On doit prendre ce conseil-là et puis avancer avec. On va rapidement saluer notre ami qui est à côté. Bonjour. Bonjour, monsieur. Le nom? Barry Ibrahim. Monsieur Barry Ibrahim, ça va bien? Ça va très bien. Tout se passe bien ici? Dieu merci, ça va. Ah, ok. Nous, on est avec vous aujourd'hui. On est venu manger et tout. Alors, ce qu'on fait à Matin Bonheur, c'est qu'avant de partir, nous laissons vraiment notre marque. Nous laissons notre marque parce qu'on a envie de faire plaisir à ces personnes-là qui nous font aussi plaisir. C'est l'amour que ces personnes nous donnent que nous leur ramenons. Et puis peut-être l'amour que nous donnons à la télé que ces personnes nous ramènent aussi lorsque nous les fréquentons. Matin Bonheur, ça peut être aussi chez vous, ça peut être avec vous, avec ce présent. Jason. Ah non, on va prendre le paquet d'abord. Alors, Mokhtar, au nom de la RTI, au nom de Matin Bonheur, voici ce petit cadeau-là pour Mokhtar. Et on ajoute cette tasse. Nous sommes dans un endroit où on prend du café. Voilà, donc attendez. Voilà, je mets ça ici. Voilà, une tasse, Matin Bonheur, c'est pour vous. Voilà. Voilà, voilà. Alors rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire avant de partir? Vraiment, merci beaucoup. Et sur ce, je veux remercier aussi mes clients qui passent chaque jour. Tous les jours, les matins, et encourager d'autres à venir, et prier bon vent pour l'émission aussi. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, c'est ça Matin Bonheur, ça peut être chez vous, ça peut être avec vous, et on essaie comme ça de faire plaisir à toutes les populations. On espère aussi que vous aimez. Tous les clients, venez, hein, vous êtes dans le quartier, venez ici, on mange bien, on est à l'aise, et puis tout se passe bien. Nous, on va manger, on va se changer avant de retourner à l'antenne et retrouver Alix, et portez-vous bien. À tout de suite. Tout à fait, et c'est le lieu ici de réitérer nos remerciements pour votre fidélité, surtout à vous, cette belle communauté du matin. On prend toujours plaisir à s'occuper de vous. C'est un véritable sacerdoce. C'est pas très évident pour tout le monde de se réveiller comme ça aux aurores, mais nous, on prend toujours un immense bonheur à être en votre compagnie. D'ailleurs, on vous aime tellement qu'on a décidé encore de prendre soin de vous au travers de cette rubrique qui va vous faire du bien et vous éloigner de cette lundiose qui veut s'imposer à nous de plus en plus. Alors, la coach Marie-Noël prend le relais et elle vous fait travailler les muscles. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien, que votre journée débute très bien. Prêt? C'est parti! Et là, nous allons commencer toujours par les étirements, séparer les appuis. Séparer les appuis, relâchez les bras, là, devant. Et là, descendez dans le même sens que moi. Très bien. La bouche ouverte, inspirez, soufflez. On revient, changez de côté.
Très bien. Bras tendus. Tirez au maximum sur les jambes posées. Relâchez. Tournez. Front au genou si possible. 1. Change de côté. Basculez. Front au genou si possible. 1. Et là, on va se relever tout doucement. On prend les haltères. Et là, nous allons faire des déplacements avec nos haltères. Prêt? On décale la jambe. Et là, nous allons descendre. Là. Très bien. La bouche ouverte. Inspirez. Soufflez. Prêt? On peut changer de sens. Retournez. Descendez. 1. Si vous avez la possibilité, le genou peut toucher le sol. Très bien, renforcement. Le tronc, il reste droit. Relâchez, revenez. Là, nous allons tirer. Là devant, on va monter. Au niveau de la poitrine. Ouverture, fermeture. Inspirez, soufflez. Contractez les abdominaux. Relâchez. Soulagez les épaules. Soulagez les épaules. Soulagez les épaules. Très bien. Nous allons monter là. D'un côté. Toujours renforcement des bras. Contractez, abdominaux. Inspirez toujours. Soufflez, les jambes restent figées. Yeah. Changez de sens là. J'espère que vous tenez bon. Relâchez. Et là, toujours, nous allons descendre. On squat, les mains au niveau des cuisses, les jambes légèrement fléchies. On va descendre là. 1. Au niveau de la poitrine. Et relâchez. J'espère que ça peut aller. Très bien. Nous allons changer d'exercice. Montez là. 1. Descendez. Très bien. La jambe opposée au bras qui travaille. Go. On change de bras et de jambes là. 1. La jambe posée est légèrement fléchie. Très bien. Merci. À très bientôt. Oui, à très vite. Coach Marie-Noël est là. On travaillait la musculation, une relaxation plus précisément pour démarrer une semaine zen. Alors, lui, il a les muscles bien détendus et les neurones à vif. C'est M. Renaud Kobia que l'on reçoit maintenant pour la revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Bien installé sur sa place au soleil. Oui, vraiment. Alors, on démarre avec cette décrispation de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Les actes forts sont annoncés avant les législatives. Oui, et parmi ces gestes forts, il y a celui concernant les détenus de la dernière crise électorale qui seront tous libérés. Selon le Nouveau Réveil, cette avancée a été obtenue grâce à la signature le jeudi dernier du rapport final du dernier dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition. Selon le confrère, d'autres signes de détente sont attendus. Côte d'Ivoire, on a envie de dire. Sur le même sujet, le quotidien d'Abidjan salue cet acte de décrispation
Passion. Oui, le confrère le fait embarras à sa une. De bonnes nouvelles pour tous les prisonniers. Pour le journal proche du Front populaire ivoirien, cette libération annoncée de tous les prisonniers civils et militaires de la crise électorale de 2020 et aussi ceux de la crise post-électorale de 2010 va donner un coup d'accélérateur à la réconciliation nationale. Et maintenant, cette visite de reconfort, suite à l'attaque qu'a essuyé nos troupes au Mali, le chef d'état-major général des armées s'est rendu dans ce pays-là ce week-end. Le général Doumbia Lassina était à Tombouctou aux côtés des militaires ivoiriens membres de la MINUSMA afin de leur traduire la compassion et le soutien des autorités ivoiriennes suite à l'attaque dont ils ont été victimes, vous l'avez dit, le 13 janvier 2021, attaque, on se le rappelle, qui a fait 4 morts. On passe à présent à l'Inter, qui nous apprend que des militaires ne sont pas du tout contents. Tout à fait. Et la raison de la colère de cette militaire est liée au fait qu'ils sont menacés d'expropriation d'un terrain de l'armée qui est situé à Grand Bassam. Ce terrain, selon les explications de ces militaires, leur a été octroyé en 2011 par la chefferie du village de Modeste. Depuis quelques années, d'autres personnes réclament la paternité de cette parcelle et cette situation a créé un conflit qui n'en finit plus. Exaspérés, les agents des FRC ont décidé de crier leur ras-le-bol. Pour ce faire, selon l'Inter, ils ont détruit des bâtiments érigés sur le terrain et ont décidé de saisir le chef de l'État et le Premier ministre. On le sait bientôt, c'est 10, donc la migration de la numérotation téléphonique en Côte d'Ivoire. C'est de cette info qu'il s'agit. Le DG de la RTCI explique tout. Oui, les numéros de téléphone vont passer de 8 à 10 chiffres à partir du 31 janvier 2021. Le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire a expliqué les raisons et le mode opératoire de ce basculement qui va s'opérer à la fin de ce mois sur le plateau du journal de 13h de RTI 1 hier dimanche. L'intelligent d'Abidjan, dans son numéro de ce jour, revient sur les grandes lignes des explications données par M. Bilé Diemeleou. Et un mot de politique encore, l'ex-PAN perd un autre de ses soutiens. Oui, après Soro Kanigui et le Rassi, l'ex-président de l'Assemblée nationale est lâché par Alphonse Soro et son parti, l'Alliance nationale pour le changement ANC. L'ex-bras droit du député de Ferké, qui est entré récemment en Côte d'Ivoire, a annoncé, selon le quotidien Le Matin, la fin de toute collaboration avec Soro Guillaume et a indiqué que son parti se mettait désormais à la disposition du président de la République, Alassane Ouattara. Plus de précisions dans Le Matin. Et pour terminer, on nous apprend que des coups de feu ont été entendus à la Makia ce week-end. Oui, selon Soir Info, ce sont des tirs de sommation et de dissuasion qui ont été faits par les gardes pénitentiaires de la Maka après avoir découvert au sein de la prison une arme de guerre. Cette situation, à en croire le confrère, a créé plutôt un mouvement de panique au sein de la plus grande prison de Côte d'Ivoire. Toujours selon le confrère qui a recueilli les témoignages de certains agents de maintien de l'ordre de l'établissement. Ce sont des réseaux à l'intérieur de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan qui entretiennent un trafic qui fait entrer toutes sortes de produits illicites au sein de la prison. Waouh, oui. Grande investigation à mener du côté de cette maison d'arrêt. Il le faut pour amener l'inquiétude là-bas. D'Abidjan, effectivement. Oui. Merci à vous, Renaud. Merci, Alix. On se revoit demain mardi. Bon début de semaine encore. Merci. Retour de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre. En Centrafrique, alors que des opérations militaires continuent au nord de la capitale Bangui pour déloger les rebelles de la coalition des Patriotes pour le changement, coalition de groupes armés qui a annoncé marcher sur Bangui le mois dernier. Des opérations dites de ratissage ont encore eu lieu ce dimanche après-midi. C'est dans ce contexte que les évêques du pays se sont réunis cette semaine. Ils ont condamné les offensives rebelles. En Ouganda, la plateforme de l'unité nationale, le parti du leader de l'opposition ougandaise, Bobi Wine, qui reste toujours assigné à résidence, a tenu une conférence de presse hier dimanche et rejette sans surprise la victoire du président Yoweri Museveni à l'issue du premier tour de la présidentielle du jeudi 14 janvier et annoncé samedi par l'instance nationale électorale. Parlons à présent de harcèlement en milieu scolaire, un mal qui persiste au Cameroun. Une victime accepte d'en parler, bien sûr, sans vous révéler son identité. Regardons. Quand la pause vient, il demande à tous les camarades de classe de sortir, mais quand je veux sortir, il me demande donc que je reste en classe. Et puis il vient s'asseoir sur le même banc que moi et il commence à me toucher mes cuisses. Beaucoup d'autres jeunes filles sont passées par là. Le harcèlement sexuel en milieu scolaire n'a pas toujours de micro. Mais parfois, ça explose. Il avait les classes de 5e. Les élèves pensaient que c'était leurs parents. La classe de 5e, c'est 13, 14 ans. Nous avons
été mise au courant par une de ses élèves qui était assez éveillée. On s'est rendu compte qu'il y avait même quelques filles qui étaient passées à l'acte et une était enceinte. Généralement, l'enseignant en question flirte avec la naïveté de la jeune fille pour ensuite violer son mental. Sur le plan psychologique, je ne sais pas comment il peut dédommager, mais c'est déjà là. Il parvient juste à s'excuser. Quand des cas comme ça arrivent, l'enseignant a une demande d'explication. Public, vous savez qu'on ne licencie pas. Ce cas n'est pas isolé. Nous avons pu rencontrer une victime. Elle accepte d'en parler sans se dévoiler. Le professeur de maths voulait avoir les relations sexuelles avec moi. Quand la pause vient, il demande à tous les camarades de classe de sortir. Mais quand je veux sortir, il me demande donc que je reste en classe. Et puis il vient s'asseoir sur le même banc que moi et il commence à me toucher mes cuisses. J'essaie toujours de fuir et je répondais toujours non. Et chaque fois qu'il essaie toujours pour que quelqu'un entre en classe, j'ai rapporté ça à mes parents. On a appelé le professeur de maths, il a nié en disant que je suis une menteuse. Mais je n'avais pas de preuves pour prouver ce que j'étais en train de dire. 3 ans après, la jeune dame reste prisonnière de ce drame et côtoie son geôlier au quotidien. Oui, il enseigne toujours ici. Quand il partage les feuilles, il donne les feuilles de tout le monde à même, mais quand il s'agit de ma feuille, il jette ça au sol. J'ai toujours peur de lui. Je ne veux plus qu'il nous enseigne. Je ne veux plus l'avoir comme professeur. 2 cas ont été exposés dans ce reportage. Des centaines, voire des milliers auront le sommeil agité parce qu'elles se sont reconnues dans les mots de leurs camarades de banc. Briser le tabou. Autre volet de l'actualité à présent, l'opposant russe Alexei Navalny a été arrêté hier dimanche dès son arrivée à Moscou depuis l'Allemagne, où il se trouvait en convalescence après son empoisonnement présumé en août, suscitant la condamnation immédiate de l'UE et des États-Unis. Charismatique, militant anticorruption et ennemi juré du Kremlin, Navalny, 44 ans, est recherché depuis fin décembre par le service en charge des prisons en Russie, qui lui reproche d'avoir violé les conditions d'une peine avec sursis dont il a écopé en 2014. Et puis la NASA a procédé samedi à un test de tir à chaud de moteur de sa fusée lunaire géante Space Launch System. Ils se sont arrêtés plus tôt que prévu. Pendant le test, les moteurs ont fonctionné pendant environ 1 minute. Initialement, l'équipe avait prévu de maintenir l'expérience pour environ 8 minutes, soit à peu près le temps du lancement de la prochaine mission vers la Lune. Au lieu de cela, au bout d'1 minute, sur le direct de la NASA, on peut entendre une voix dire « Nous avons un dysfonctionnement majeur sur le moteur 4 ». Peu de temps après, les moteurs se sont arrêtés. Merci à toutes et à tous de votre attention. Et nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin. Nous poursuivons notre programme maintenant. Merci à Régis Kofi pour ce voyage au travers de l'Afrique et du monde. Et nous allons maintenant arpenter les voies d'Abidjan pour parler d'un métier très important. Non sans vous dire qu'il sera dans quelques petites secondes avec nous, car voilà, il a pu bénéficier de cette flèche-là qui nous mène ici à la maison de la télévision. C'est Thierry Angeval qui s'est cinglé de son plus beau costume pour vous en ce matin. Alors, nous, on reçoit M. Paul Arnaud Ekou maintenant dans la capsule Inforoute. Bonjour, M. Ekou. Bonjour, Alice. Vous avez ce regard perçant, ça s'est bien passé le réveil? Merci beaucoup, ça s'est bien passé. On se comprend bien. Alors, on parle aujourd'hui d'une activité qui fait l'actualité, à savoir les coursiers-livreurs. Mais comment est véritablement encadrée cette fonction-là au niveau de notre législation routière? Parce que on va dire, c'est le moyen qu'ils utilisent pour pouvoir accomplir leurs tâches. C'est là toute la question qui nous est posée et que nous allons débattre dans quelques instants. Et il y a Thierry qui est là et je le vois voilà, dans l'angle mort. Il fait son entrée. Alors, bonjour. Bonjour. Ah, c'est bien. Bonjour. Ah, ben, il faut en mode cache-nez. En mode cache-nez, parce qu'il faut voilà, continuer avec les mesures barrières. Il faut utiliser le cache-nez en tout temps et en tout lieu. Et lorsqu'on finit, on l'enlève comme ça. Et puis,
on le garde. Voilà, on se le permet parce que nous sommes à la bonne distance. Et puis, bon, on espère ne pas avoir un remake de la saison dernière, tout en respectant les mesures barrières. Ça devrait aller. Alors, on parle de cette fonction auquel les coursiers-livreurs aujourd'hui avec M. Ekou. Les conditions même d'exercice de cette fonction. Déjà, en quoi consiste le métier de coursier-livreur, M. Ekou? Merci beaucoup, Alice. C'est vrai qu'on constate que depuis une bonne période, les routes, les rues ivoiriennes sont arpentées par beaucoup de motocyclistes, parfois des livreurs à vélo. Et beaucoup d'entre eux ne connaissent même pas que c'est une profession qui est suffisamment réglementée. Donc, un livreur coursier, comme son nom l'indique, il va organiser l'enlèvement d'une marchandise, d'un bien. Il va organiser le transport de ces marchandises-là et le livrer à un destinataire connu, à une adresse bien précise. C'est une profession qui existe depuis longtemps. On l'a parfois assimilé au chauffeur-livreur parce qu'il est souvent exercé au moyen d'un véhicule automobile. Donc, on parlera de chauffeur-livreur. Depuis le moment où on parle de coursier-livreur parce qu'on va faire l'activité de course à la demande avec l'avènement de ces plateformes numériques. Donc, il y a beaucoup de courses qu'il fait dans la journée. Ces allées et venues là sont assimilées à des courses. On parlera de coursier-livreur. Ce sont les bases de ce métier. Voilà. Alors, moi, c'est maintenant que je vous salue. Bonjour. Bonjour, Angeval. Bonne arrivée. Alors, on poursuit toujours sur le même sujet. Vous avez parlé de réglementation à l'instant. Ce métier est réglementé. Donc, plus de détails sur cette réglementation pour qu'on puisse mieux comprendre. Ce métier, il est réglementé, mais il est au carrefour de plusieurs réglementations. Il va prendre sa source dans le transport routier. C'est un transporteur de marchandises. Donc, toute la réglementation qui va être liée au transport de marchandises va lui être applicable. Mais il va aussi pouvoir, lorsqu'il se spécialise un peu, glisser vers le service postal. Et c'est ce qui a défrayé la chronique il n'y a pas longtemps, puisque l'organisation des plis, l'acheminement des plis, la livraison à un destinataire connu constitue des activités à la base de la poste. Lorsque le service d'intérêt général est mis en jeu, il va aussi, par moments, se retrouver même sur le terrain du droit de travail. On oublie souvent que la façon de l'employé de le faire travailler peut constituer un contrat de travail qui ne dit pas son nom. Et il va se retrouver au carrefour de ces réglementations-là. Donc, en fonction de l'organisation de son activité, des moyens qu'il met en place, il peut être un transporteur routier pur et dur, il peut être un opérateur des services postaux où il va dans un contrat de travail avec son employeur. Et toujours dans le spectre de la réglementation, on a des lois qui régissent justement cette fonction-là, notamment la loi numéro 2014-812 du 16 décembre 2014 d'orientation du transport intérieur qui dit contrat de travail ou de transport, le contrat entre un transporteur et un client dès lors que le transporteur s'engage à transporter des voyageurs ou à enlever, à déplacer et à livrer une certaine quantité de marchandises moyennant un prix déterminé et dans un délai fixé d'abord par les parties ou un délai raisonnable comptable compte tenu du transport concerné sous réserve des dispositions des articles 1 et 2 de l'acte uniforme de l'OHADA relatif au contrat de transport de marchandises par route. C'est dire que ça prend vraiment plusieurs espaces. Vous avez lu la définition de contrat de transport de marchandises et des voyageurs qui est prévue par notre législation. Comme je le disais au début, l'activité d'enlèvement, de déplacement et de livraison à une destination bien connue de marchandises constituée à la base d'un contrat de transport de marchandises. D'accord. Donc, sur cette base de ce contrat-là, quelles sont les principales obligations du coursier-livreur? Il y a beaucoup d'obligations qui vont naître de son contrat qu'il a avec soit son fournisseur ou son donneur d'ordre et aussi ses relations avec ses clients. Mais je vais plutôt insister sur tout ce qui va être lié au droit routier. C'est un chauffeur professionnel. Donc, en principe, pour pouvoir exercer cette activité-là, il doit disposer de l'aptitude, du certificat d'aptitude à la profession de conducteur routier. C'est une formation sanctionnée par un diplôme qui te permet d'être un professionnel de la route. Il va être aussi lié à tout ce qui va être détention d'un permis de conduire en règle. Beaucoup sont en moto et ils pensent qu'on conduit une moto sans permis. Ce n'est pas toujours vérifié, ce n'est pas toujours avéré. En dessous des 50 cm3 de cylindrée, on peut le conduire avec une licence. Mais au-delà, il faut forcément avoir le permis A. Il faut veiller à avoir son permis adéquat. Et surtout, comme j'ai dit, ça peut être une activité réglementée. Si c'est un transporteur de marchandises, il doit forcément s'inscrire non seulement au registre des commerces, mais c'est une activité commerciale, au registre des transports routiers qui est prévu auprès du ministère des Transports. Et bien évidemment, d'autres autorisations spéciales lorsqu'il va faire des activités spécialisées, comme quand il se retrouve dans le secteur du service postal. Donc, il y a toutes ces obligations de conformité, de son permis de conduire, de ses autorisations administratives d'exercice qu'il faut d'abord mettre en avant. Et puis, bien évidemment,
et il transporte des marchandises, donc il doit veiller au bon conditionnement, au traitement, à livrer une marchandise conforme à ce qu'il a pris ou à ce que le client a demandé. Et bien évidemment aussi, quand on parle de livraison, il y a beaucoup de destinataires finaux qui sont des consommateurs. Et c'est bien encadré la livraison des marchandises à des consommateurs. L'un dans l'autre, c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'obligations qui sont liées à ce métier qui paraît si simple à faire, quoi. Alors, merci déjà de nous montrer, de nous dire aussi que c'est un métier qui est super bien réglementé. Donc, il faut avoir certaines dispositions avant même de pouvoir faire ce métier et surtout sur qui peut être coursier livreur. Alors, à quel niveau se situe la responsabilité du coursier quant à la marchandise qu'il transporte? On va peut-être revenir sur ce que vous êtes en train de dire là pour plus de détails. D'accord. La responsabilité va être à plusieurs niveaux. Oui. Soit il est le transporteur routier. Donc, il est à la base de son contrat de transport routier. C'est lui qui signe son contrat avec son donneur d'ordre ou avec son client. Dans ce cas, il n'a que deux personnes. Il y a lui, il y a son client. Soit il travaille pour le compte d'un employeur ou d'une plateforme numérique qui a déjà passé la commande. Donc, quand il va être transporteur, il a l'obligation de les livrer dans les délais requis, comme Alice l'a si bien dit dans la définition, dans les délais requis et surtout dans les conditions d'emballage et de protection du matériel. D'accord? Il doit aussi savoir qu'en fonction de la spécificité de la marchandise, il peut ne pas prendre le contrat parce qu'il y a des contrats de transport de marchandises dangereux qui vont nécessiter un emballage, un traitement spécial. Donc, il a l'obligation de pouvoir emballer ou conditionner ou, comme on dit, protéger le patrimoine, le bien qu'on lui remet pour que le destinataire final ait accès à cette marchandise. Et bien évidemment, quand on est en relation avec les consommateurs, il doit pouvoir être sûr de pouvoir, lorsque le consommateur n'est pas satisfait, lui permet d'exercer son droit de rétractation. Ça veut dire que je ne suis pas satisfait de la marchandise, je veux le rendre. Il faut que le coursier revienne sur ses bases pour pouvoir le récupérer. Bon, moyennant un prix, mais le récupérer, le retourner au donneur d'ordre. Alors, M. Ekou, des explications que vous nous donnez là, on a bien constaté que c'était un contrat à multiparties. C'est un contrat multipartite, exact. Quelles sont les obligations des personnes qui recourent aux coursiers et livreurs? D'accord. Quand on est employeur, bien évidemment, c'est le contrat de travail qui va prévaloir sur le métier des transporteurs et des livreurs. Donc, tout ce qui va être rémunération, tout ce qui va être déclaration, CNPS. Quand on est donneur d'ordre, il faut d'abord faire cette séparation très mince qu'on oublie souvent. On peut être donneur d'ordre comme nos plateformes le font souvent. Et on se rendra compte que la façon de travailler avec le livreur constitue un contrat de travail, donc on va être soumis aux obligations de droit de travail. Quand c'est un prestataire de service, bien évidemment, il faut lui donner les moyens de pouvoir exercer. Il faut surveiller son activité. On va être comptable de ses erreurs. C'est-à-dire que vous donnez la marchandise à un coursier qui n'a pas son permis de conduire, vous devenez complice de l'infraction. C'est pareil pour le destinataire. Quand vous encouragez quelqu'un qui n'a pas son permis de conduire, vous devenez complice de ces infractions-là. Et donc, il faut veiller aussi à ce que le livreur qui vient nous voir, il soit suffisamment apte ou soit suffisamment disposé ou autorisé à faire son activité pour ne pas être comptable de ses fautes, de ses erreurs. Donc, il y a ces obligations de surveillance qu'on a, des obligations, bien évidemment, de payer son prix comme il le faut. Et bien évidemment aussi, il faut prendre le temps de vérifier qu'on a reçu la marchandise conformément à ce qu'on veut pour voir si c'est la faute du coursier qui fait que la marchandise a subi des dégâts ou c'est la faute du donneur d'ordre. Donc, ces obligations, il faut les exercer dans les délais requis, dans les conditions prévues par la loi. Alors, on parle de responsabilité de part et d'autre. En cas de contentieux, à qui s'adresser? Comme je le dis, comme c'est une activité qui se déploie sur plusieurs cadres juridiques, si c'est un contentieux du droit de travail, bon, on le connaît, c'est du droit de travail. Je ne suis pas d'accord des conditions de travail avec mon donneur d'ordre. Mais quand c'est un contentieux classique, bien évidemment, c'est les juridictions classiques. Oui. C'est-à-dire que j'appelle contentieux le litige qui va naître. Soit le litige va naître de l'état de la marchandise qu'on m'a livrée, je ne suis pas satisfait, ou bien qu'il a perdu mon ouvrage et ma marchandise, je vais directement l'actionner. J'ai la chance d'avoir un coursier qui est conscient de son travail, donc qui a peut-être une assurance derrière, une assurance responsabilité. Donc je peux récupérer, je peux me faire indemniser. Mais quand il n'y a pas d'assurance, qu'il est directement en face de moi, je le poursuis en justice comme tout autre acteur. Soit parce qu'il est un prestataire de service, donc un commerçant, soit parce qu'il est un travailleur, je le poursuis lui pour sa responsabilité personnelle ou je poursuis son employeur. Alors, M. Ekou, on ne peut pas ne pas parler de cette extrapolation qui fait l'actualité. À quel moment intervient donc l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire pour réglementer le secteur? Pourquoi ce n'est pas au ministère, par exemple, des Transports de s'en charger? Comme je l'avais rappelé, le livreur coursier se trouve au carrefour de plusieurs réglementations. Justement, et on va voir les points d'ancrage. Le service postal est une spécialisation du transport routier. C'est le transport routier de courrier à la base, mais ce n'est pas que des courriers. Le service postal va distinguer les envois simples, qui sont les courriers, les documents, qui va aussi distinguer les colis.
Le service postal est né de la bonne vieille activité de diligence. Donc quand il fait de l'activité de livraison, d'organisation, d'acheminement des plis, il se retrouve sous le statut d'un opérateur des services postaux. Sauf que la poste, la réglementation en Côte d'Ivoire est restée un peu en arrière, puisque le débat avait été tranché il y a cela une vingtaine d'années par des juridictions européennes qui avaient dit que pour qu'il soit vraiment un opérateur de services postaux, il faut qu'il y ait une activité d'intérêt général qu'on retrouve difficilement. Donc c'est à la RTCI qui est le régulateur de tout ce qui est activité de postes et télécommunications à qui incombe de veiller au respect de la réglementation. Et pour exercer des activités de service postal, il faut payer une redevance, une taxe à la RTCI. Donc tous ceux qui vont exercer, il y a plusieurs acteurs. Et malheureusement, eux qui sont les plus petits acteurs, qui peut-être sous le jeu des règles de la concurrence n'empiètent pas sur les pouvoirs de la Poste, se sont retrouvés dans le moule, dans le jeu. Mais à la base, on peut considérer l'activité d'organiser des plis, d'acheminer des plis, de livrer des plis à des destinataires comme l'activité postale, mais à un très faible niveau qui font que ils ne peuvent pas porter atteinte à l'intérêt général de la Poste. Donc c'est cette distinction qu'il faut arriver à le faire. Quand ça sera fait, ils seront pris en compte ou ne pas pris en compte. Mais l'activité ressemble à s'y méprendre à une activité de service postal. Merci. Donc bien évidemment, la TCI a le droit d'intervenir. À son mot à dire, tout à fait. Merci beaucoup. On aura certainement d'autres moments comme ça pour encore plus expliquer ces sujets qui font des grincements dedans. En tout cas, merci beaucoup à M. Paul Anoekou. Aujourd'hui, les conditions d'exercice du métier de coursier livre. Alix, on va poursuivre donc cette émission et on va offrir à nos téléspectateurs un reportage qui nous amène au Rwanda avec un enseignant assez particulier. Il est non-voyant, il est âgé de 44 ans. On le découvre. Ouimana Jean-Marie Vianney est âgé de 44 ans. Il est non-voyant et détenteur d'une licence en Kinyarwanda et éducation. Il dispense des cours de langue au groupe scolaire Amahoro Anglican. Il vient de passer 5 ans dans l'enseignement et loue le gouvernement rwandais qui n'a pas marginalisé les personnes vivant avec un handicap et estime que ce métier l'a aidé à ne pas sombrer dans l'isolement et œuvre maintenant pour le développement de sa famille et du pays en général. L'intérêt pour moi, c'est que ce métier m'a permis de sortir et pouvoir prouver mes capacités. Et dans mon métier, on a mis en place la coopérative Omngari Musako et je prends un crédit comme les autres et je réalise des activités de développement. Par exemple, je collabore avec d'autres pour produire des briques à Mukondo. J'ai pu réhabiliter ma maison et mes enfants étudient dans des bonnes écoles. Ces élèves indiquent qu'ils réussissent très bien ces cours grâce à sa méthode participative. Il nous enseigne bien comme vous l'avez remarqué. À la fin de l'année, l'on a dans ses cours les marques A, B et C car il nous fait beaucoup travailler et nous comprenons ainsi ce qu'il nous enseigne. Nous assimilons très bien ces cours, surtout que ces élèves réussissent bien le Kinyarwanda aux examens d'État. Il a une excellente méthode d'enseignement. La directrice du groupe scolaire Amahoro Anglican confirme les propos de ses élèves et souligne que Ouimana Jean-Marie Vianney a été l'enseignant le plus performant de son école pendant 3 années consécutives. Cet enseignant non-voyant a reçu le prix de performance à 3 reprises avec l'approbation d'autres enseignants. Nous considérons la réussite des élèves et c'est surtout dans ses cours. Même au cours de nos visites, nous apprécions son travail et les enfants comprennent très bien. Le vice-maire du district de Rubavu en charge du bien-être social indique qu'il est prévu dans le budget de l'exercice prochain de trouver des solutions aux doléances d'Ouimana Jean-Marie Vianney. C'est vrai que ce document que les non-voyants utilisent est nécessaire. En tant que district, nous y déployons des efforts et ensemble avec les représentants des personnes vivant avec un handicap au niveau national, nous allons voir comment leur fournir ces documents et aider cet enseignant qui a besoin d'accroître ses connaissances
pour mieux accomplir son travail. À propos des bâtiments scolaires non pratiques ou non voyants, le district invite les écoles à les corriger. Alors, c'est l'heure maintenant de faire place à une case phare de ce programme, à savoir Instant Vérité avec la sémillante Gabrielle Zani, qui est toute magnifique et que vous allez recevoir maintenant pour parler avec monsieur Isiaka Diaby, président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, les victimes clés de la réconciliation nationale. C'est la question qu'elle lui posera. Bonjour à tous. Vous suivez Instant Vérité dans Matin Bonheur. Bienvenue si vous nous rejoignez. 10 ans après le début du processus de réconciliation nationale, en 2011, les initiatives politiques et institutionnelles sont jugées peu efficaces par certains observateurs de la commission Dialogue Vérité Réconciliation à l'indemnisation des victimes en passant par la CONARIV, la commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes. Les actes de réconciliation et de réparation des torts n'ont pas convaincu des victimes, se sentent toujours exclues des différentes démarches. Aujourd'hui, elles veulent être au cœur du processus de réconciliation à la faveur de la création du ministère de la Réconciliation nationale. Alors, les victimes sont-elles les clés de la réconciliation nationale? Peuvent-elles apporter que peuvent apporter les victimes à la réconciliation nationale, mesdames et messieurs, que recherchent réellement les victimes? Isiaka Diaby est sur le plateau de Instant Vérité pour parler de l'apport des victimes à la réconciliation nationale. Isiaka Diaby est le président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, CVCI, créé en 2001. Voilà, bonjour Isiaka Diaby. Bonjour madame. Merci d'être venu. Merci à vous également. Alors, Isiaka Diaby, vous êtes le président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, CVCI, créé donc en juin 2001. Alors, combien de victimes compte le collectif et comment les aidez-vous à reprendre goût à la vie? Le collectif des victimes en Côte d'Ivoire regroupe aujourd'hui 16 000 adhérents, que nous appelons des membres. Et nous avons mis en place des programmes d'action en vue de réaliser la restauration de leur dignité. En gros. Oui, ces programmes d'action, c'est quoi exactement? D'abord, ça commence par la phase d'identification et puis ensuite la classification des victimes en fonction des violations de droits subis. Et ainsi, après cette étape, nous menons des plaidoyers auprès des autorités politiques afin que des actions d'avertissement soient menées en leur faveur. D'accord. Alors, quelle aide ou soutien ont bénéficié les victimes, membres du collectif, depuis le lancement, des opérations d'indemnisation des victimes? D'abord, la reconnaissance de leur résistance, tant que telle, et ensuite, des actions en vue de la prise en charge, diverses prises en charge, notamment médicales, en faveur des personnes qui portaient encore des stigmates de violences subies. Et ensuite, le gouvernement ivoirien a décidé de compatir à leur souffrance en leur octroyant des pécules, c'est-à-dire de l'argent pour traduire leur reconnaissance. Alors, la Côte d'Ivoire dispose d'une liste de 316 954 victimes issues des différentes crises survenues dans le pays de 1990 à 2011. Alors, combien de victimes ont-elles reçu la réparation des torts qu'elles ont subis? Non, c'est surtout chargé d'exécuter le programme, de faire les statistiques et de faire... Et à votre niveau? À notre niveau, nous n'avons pas de statistiques bien précises parce qu'au fur et à mesure, nous découvrons que des personnes ont reçu. Mais concernant les blessés, nous sommes autour de 600 personnes qui ont obtenu les prises en charge parce que c'était ça notre cible important parce qu'on a estimé à un certain moment donné qu'il ne fallait pas laisser ces personnes-là avec des balles dans le corps et voilà. Alors, quel est votre commentaire sur les différentes démarches entreprises par les institutions mises en place pour l'indemnisation des victimes? Notre commentaire, on a d'abord salué la création de ces structures après près de 30 années de crise survenue dans notre pays. On a déjà salué les créations. Ensuite, mon commentaire, c'est que les actions, bien que mises en place, n'ont pas été inclusives. N'ont pas été inclusives. Expliquez-vous, n'ont pas été inclusives. Elle n'a pas été inclusive parce que les deux actions menées par l'État de Côte d'Ivoire visent seulement à compatir à la douleur des victimes et puis ensuite à octroyer des prises en charge au plan médical aux victimes. Et ensuite, tout récemment, nous avons appris que le ministère a octroyé des aides, enfin que des prêts
les victimes afin qu'ils puissent exercer des droits. À vous entendre, on a l'impression que ce n'est pas suffisant tout ça. Ce n'est pas suffisant parce qu'il y a la question des enfants devenus orphelins du fait de la crise et autres enfants devenus vulnérables et dépendants du fait de la crise, la même crise. Et aussi, il y a les personnes devenues tétraplégiques et aussi mutilées qui ont... En même temps, ce n'est pas suffisant, c'est vrai, comme vous le dites, mais bon, c'est une aide, ce sont des soutiens que le gouvernement de Côte d'Ivoire apporte à ces personnes. C'est une promesse de l'État de Côte d'Ivoire. Quand on te fait une promesse, c'est qu'on doit à la personne. Et les victimes ont des droits fondamentaux à respecter. Dans un état de droit, quand une personne souffre, quand une personne a subi des violences, il faut tout de suite venir à l'aide à cette personne-là. Donc c'est un droit. Oui, on vous a entendu souvent décrier certains faits, vous avez crié à l'injustice. Il vous arrive même de parler de corruption, de détournement de fonds. Expliquez-nous les faits. Que se passe-t-il réellement? Bon, quand nous voyons le fonds octroyé aux différentes structures mises en place en Côte d'Ivoire pour permettre au pays de retrouver ses lustres d'antan, nous avons été surpris d'entendre le président de la République lors de la remise du rapport de la CDVR que 16 milliards avaient été mis à la disposition de la CDVR. Ensuite, nous avons appris que 6 milliards ont été remis à la disposition de la CONARIV afin que ces structures puissent parachever le travail de la CDVR. 16 milliards à la CDVR, 6 milliards à la CONARIV et aujourd'hui 20 milliards au Programme national de cohésion sociale. Vous voyez, nous sommes à près de 50 milliards. Mais ces fonds ont été utilisés à bon escient pour la réparation des torts des victimes, pour essayer de, ne serait-ce qu'un temps soit peu, subvenir aux besoins des nombreuses victimes en Côte d'Ivoire. Madame, je vous informe qu'aujourd'hui, il n'y a même pas de liste des victimes. Je viens de vous dire que l'État de Côte d'Ivoire a 316 954 victimes. Nous avons sur les différentes crises de 90 à 2011. Nous avons souhaité que cette liste-là vise des typologies de violations subies, combien d'orphelins, combien de personnes mutilées, combien de femmes ayant subi des violences basées sur le genre, combien de décès. Vous voyez, la liste n'est pas précise. Elle ne précise pas les violations subies par les populations. Mais si cette liste est précise. Donc, je pense que peut-être que pour les besoins de l'émission, on n'a pas peut-être le temps de catégoriser peut-être les victimes, mais je crois que les autorités compétentes ont pris le soin de pouvoir regarder de près, de pouvoir classifier les différentes victimes. Je sais de quoi je parle. À un certain moment donné, j'étais au cœur de ce système-là. Nous nous sommes retirés parce que nous avons trouvé qu'elle n'est pas crédible. Tous les outils de justice sont mis en place en Côte d'Ivoire, à commencer par la CDVR, la CONARIV, le Programme national de cohésion sociale, la cellule spéciale d'enquête, même la Cour pénale internationale n'ont pas agi pour restaurer la dignité des victimes. C'est ce que nous déplorons. Mais qu'est-ce que vous entendez par agir pour restaurer la dignité des victimes? Qu'est-ce que vous entendez par là? Les victimes ont soif de vérité, de repentance et aussi de justice. C'est fondamental pour elles. Pour vous, la justice serait quoi? La justice, c'est que les auteurs de crimes répondent de leurs actes de façon exclusive. Ne rattachons pas la question des victimes à des remises de pécule. Ce n'est pas forcément l'argent. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Ce n'est pas forcément l'argent qui règle le problème. Voilà. Les gens ont besoin de savoir la vérité. Il y a des victimes qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'indemnisation. Elles veulent savoir la vérité. Leur association, le collectif des victimes en Côte d'Ivoire, veut agir pour garantir les non-répétitions de commission des crimes. Donc ça n'a rien à voir avec l'argent. D'accord. Quand vous avez décrié certains faits, vous avez été reçu, je crois, par le président de la République en 2019. C'est cela? 2015. En 2015. Voilà. Alors, de 2015 à aujourd'hui, est-ce que les choses ont évolué positivement pour la prise en compte de toutes les victimes? Les choses n'ont pas évolué positivement en dépit des actions, des ordres donnés par le président de la République. Les choses n'ont pas évolué. Si les choses avaient évolué, c'est les victimes qui allaient remercier, n'est-ce pas, les acteurs de mise en œuvre des programmes qui devaient viser à leur... À votre avis, pourquoi les choses n'ont pas évolué? C'est le manque de transparence dans la gestion des affaires publiques, le déficit de collaboration avec les cibles, les victimes, et aussi la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, le manque de transparence dans la gestion des affaires des victimes. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Vous n'êtes pas quand même accusé ici peut-être des institutions de manque de transparence dans la gestion? Aucune organisation dans le monde n'est parfaite. Personne n'est parfait. Il faut travailler chaque jour pour parfaire les choses. Quand les choses ne sont pas parfaites, il faut les dénoncer. Il faut mener des actions afin que les choses soient équilibrées. Ça, c'est notre rôle. Hein? Dénoncer, on ne dénonce pas sans raison. Aujourd'hui, quelle est la situation de ces enfants
orphelins issus de la crise. Personne ne peut vous faire le point de leur assistance. Mais au moins, c'est parce que peut-être que vous-même, vous n'avez pas été peut-être associé. Peut-être c'est pour cela. On ne peut pas faire... vous n'avez pas été associé. On ne peut pas avoir le bonheur de quelqu'un sans sa présence. Hein? Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que les gens agissent, les structures étatiques ou les structures chargées de la situation des victimes qui décident, sans pour autant consulter les victimes. Non, mais c'est quand même, ils consultent les victimes. Non, aujourd'hui, s'ils avaient consulté les victimes, la préoccupation d'un certain nombre de personnes issues de cette communauté des victimes, particulièrement ces femmes aujourd'hui qui se retrouvent veuves, qui se retrouvent avec 5 ou 7 enfants, hein, n'a pas de moyens pour agir en vue de leur scolarisation. Donc ces cas existent. Ces cas existent, c'est vrai, mais l'opération d'indemnisation des victimes des différentes crises a commencé par les victimes décédées et les blessés. Les autres formes de préjudice seront je veux dire, prises en compte dans le processus. Ça fait 5 ans mais que cela a été défini dans le calendrier qui vous a été remis. Il n'y a pas eu de calendrier. Pour assister une personne, on ne fait pas de calendrier. Il faut agir assez rapidement. Non, monsieur, en fait, ce que je sais de vous dire, c'est que les choses se font étape par étape. Qu'est-ce qui fait que les choses se font étape par étape? Les victimes, les ayants droit des victimes décédées ont reçu des indemnisations. Les blessés ont reçu les réparations par les services médicaux et tout cela. Maintenant, les autres formes de préjudice, selon ce qui a été dit par le gouvernement, seront prises en compte dans le processus. Tout ne peut pas se faire en même temps. Madame, quand je prends un cas spécifique, l'école est obligatoire en Côte d'Ivoire. Ces enfants doivent attendre pendant combien d'années avant d'être scolarisés? Ces enfants ont besoin, d'autres enfants aussi ont besoin d'être resocialisés. Il y a des femmes aujourd'hui qui portent encore le traumatisme subi pendant 5 ans. Personne ne peut accepter cette situation. J'ai envie de vous dire que toute la Côte d'Ivoire, c'est pas, je ne veux pas négliger ou encore balayer du revers de la main la situation des victimes qui ont été vraiment gravement ou même durement touchées par les situations que nous avons vécues en Côte d'Ivoire. Mais j'ai envie de vous dire que toute la Côte d'Ivoire a subi des torts. Toute la Côte d'Ivoire a subi des traumatismes. Voilà. Je suis parfaitement d'accord avec vous parce que derrière une victime, il y a une famille. Derrière cette famille, il y a toute une communauté. Oui. Hein, communauté religieuse, communauté ethnique et tout ça. Mais celui qui a... certaines victimes ne peuvent pas se comparer à la victime qui a été mutilée. Hein? Il faut classifier. Est-ce que c'est parce que vous-même, vous vous sentez impuissant par rapport à cette situation, face à la situation? Non, je ne me sens pas impuissant parce que je fais face au rapport de force qui est favorable à l'État, qu'il utilise au détriment des victimes. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Si. Vous ne pouvez pas dire ça. Si. Sur quoi vous vous basez? Pourquoi vous pouvez affirmer cela? J'affirme cela parce qu'aujourd'hui, par exemple, je prends en matière de justice. Oui. Quand les lois d'amnistie sont décidées jusqu'à leur exécution, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a plus le soin de consulter les victimes, les personnes concernées? Non. Est-ce que les lois d'amnistie, le fait d'amnistier, vous pouvez parler justement en 2018 de l'ordonnance d'amnistie prise par le président de la République qui a amnistié 800 détenus. Mais est-ce que ça, c'est pas permettre la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas la seule loi d'amnistie. Depuis 2003, la Côte d'Ivoire a connu au moins 6 lois d'amnistie. Oui, mais est-ce que jusqu'à Houphouët-Boigny, c'est un facteur... Oui, c'est un facteur de réconciliation. Non, c'est un facteur de promotion des regains de violence et de commission des crimes irrélatifs. Donc vous ne voulez pas qu'il y ait des lois d'amnistie, vous ne voulez pas qu'il y ait peut-être de réconciliation, vous ne voulez pas que d'autres personnes sortent de prison, vous n'en voulez pas? Non, il faut que ces personnes répondent de leurs actes. Il n'y a que la justice répressive et réparative qui peut garantir les non-répétitions de commission des crimes de masse. Et aussi, au travers des actions des procédures de dialogue, vérité et réconciliation, ça peut aussi permettre de garantir les non-répétitions de commission des crimes de masse par la manifestation de la vérité, la repentance et le pardon consécutif. Alors, le collectif pense que les victimes n'ont jamais été associées au mécanisme d'indemnisation depuis les différentes étapes. C'est ce que vous venez de dire encore. Alors, à votre avis, quelle serait la meilleure manière de vous associer? La meilleure manière de nous associer, je vous informe que le CVCA... La réponse à la question, la meilleure manière... La meilleure manière, c'est de nous insérer afin que nous agissons pour que l'État de Côte d'Ivoire cible les facteurs probants de réconciliation. Et vous, les facteurs probants de réconciliation, c'est quoi exactement? La repentance, par exemple.
la justice de façon inclusive. D'accord. Alors, pensez-vous que l'indemnisation des victimes, tout cela pourrait permettre, je vais dire, pourrait faciliter, pour m'exprimer ici, la réconciliation nationale? Absolument. Parce que nous estimons que c'est un droit fondamental aux victimes. D'accord. Alors, pour vous, aujourd'hui, quel serait l'apport des victimes donc, à la réconciliation nationale? L'apport des victimes à la réconciliation nationale, c'est ce que je viens de rappeler tout à l'heure, aider les structures étatiques chargées d'exécuter le programme à cibler les facteurs probants pour réaliser la réconciliation. Et mener aussi des actions en synergie avec ces structures afin que... Oui, une dernière question. Qu'attendez-vous donc du nouveau ministre de la Réconciliation nationale rapidement? Nous attendons du ministre que, enfin, comme l'a promis le Premier ministre, qu'il agisse en synergie avec les victimes pour permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver ses lustres d'antan. Bien. Alors, Isiaka Diaby, merci d'être venu donc à Instant Vérité, apporter votre contribution au débat relatif à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Vous êtes donc le président du CVCI, le collectif des victimes en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette rubrique, même pas de matin bonheur. Donc, restez avec nous sur RTI 1 avant donc la suite du programme. Tout à fait. Et aujourd'hui, avec notre expert maison, M. Guy Abinogues, nous avons décidé de prendre en charge les personnes du 3e âge, pas au niveau de leur santé, mais plutôt de la santé de leurs finances. Bien souvent, on a ces histoires-là. C'est à l'aube de la retraite que l'on se rend compte qu'on n'a pas forcément constitué un bon patrimoine pour pouvoir affronter cet autre pan de notre vie. Mais M. Abinogues, heureusement pour vous, a des secrets pour pallier à ce manquement en amont. Bonjour, Monsieur Abi. Bienvenue. Bonjour Alice, bonjour Oswald. Bonjour, bienvenue. Alors, quel type d'investissement prioriser chez les personnes âgées? C'est le sujet. Et comment définissez-vous une personne âgée? Alors, une personne âgée, c'est une personne qui a, j'allais dire, 60 ans et plus, notamment au niveau du marché financier et donc en termes d'investissement. Parce que vous savez que quand vous atteignez cet âge-là, vous êtes en droit de vous poser un certain nombre de questions. Est-ce que j'ai mis suffisamment de côté d'argent pour ma retraite, par exemple? Est-ce que j'ai optimisé mes finances personnelles pendant que j'étais encore en activité? Est-ce que j'ai suffisamment de moyens, notamment pour pouvoir prendre en charge ma famille, pour pouvoir prendre en charge mes proches? Est-ce que j'ai suffisamment de moyens pour pouvoir réaliser peut-être des objectifs personnels? Voilà les questions qui pourraient donc se poser, j'allais dire, une personne âgée et qui doit donc l'amener à poursuivre ses investissements, si c'est déjà le cas, ou à rentrer dans un processus d'investissement, si ce n'est pas encore le cas. Des questions très importantes. Donc, alors, une autre question, c'est vrai qu'on dit qu'il faut investir lorsqu'on est jeune, c'est bien pour préparer aussi la retraite. Est-il aisé pour une personne âgée d'investir? Oui, tout à fait, tout à fait. Vous savez, le processus d'investissement, je l'ai dit ici sur ce plateau, s'adresse à tout le monde. Vous êtes jeune, vous pouvez investir. Vous êtes dans l'âge médian, vous pouvez également investir. Vous êtes une personne âgée, une personne senior, vous pouvez également investir. Et ce que nous recommandons de manière donc, générale, c'est quoi? Vous avez en gros, j'allais dire, deux types d'investissements. L'investissement dans l'immobilier et l'investissement sur le marché financier. Alors, dans l'immobilier, à supposer que vous ayez déjà un patrimoine, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez donc passer en revue votre patrimoine et savoir, notamment par rapport à ces patrimoines, ce que vous maintenez et ce que vous ne maintenez pas. Parce que quand vous n'avez plus vos revenus, j'allais dire, qui émanent de votre salaire, les choses vont, j'allais dire, autrement. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez votre patrimoine immobilier, dans ce patrimoine, vous avez certainement donc une partie de ce patrimoine qui marche très bien, c'est-à-dire tous les revenus locatifs sont correctement payés, les biens sont, j'allais dire, en bon état, mais si vous avez une autre partie qui est légèrement donc dégradée, il va sans dire que vous êtes obligé de compléter, j'allais dire, les revenus que vous percevez là, notamment pour faire face, par exemple, aux impôts fonciers, et cela va sans dire que vous êtes obligé, notamment, d'examiner votre patrimoine et de prendre une décision importante. Par exemple, vous séparer de tous les biens que vous estimez dégradés.
C'est clair qu'il y a un travail préalable à faire à partir des indicateurs qu'on a sur son propre profil. Il y a des signaux à observer pour se dire comment réajuster ou comment, on va dire, comment encore accentuer son investissement. Du coup, pour une personne de 60 ans et plus qui arrive à la retraite, comment elle fait son décryptage de sa situation? Alors, c'est très simple. Pourquoi c'est très simple? Parce que vous avez au départ un revenu salarial. Et vous vous rendez compte que du jour au lendemain, vous n'allez plus du tout toucher ce revenu salarial. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez, à supposer que vous ayez donc peut-être des biens immobiliers qui vous procurent donc des revenus déjà, des revenus donc locatifs. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous intéresser au marché financier. Le marché financier apporte une réponse essentielle et une réponse, j'allais dire, primordiale à tout processus d'investissement. Vous allez entrer dans un processus que j'appelle donc de plan d'épargne de manière donc générale, et c'est une stratégie d'investissement qui va se passer en 3 phases. La première, ce serait donc d'acheter des actions en direct, des actions et des obligations, des titres, j'allais dire financiers en direct, sur le marché financier. Mais si vous procédez de cette façon, à supposer que vous ayez donc des connaissances en finance, et même si vous n'avez pas de connaissances en finance, vous allez vous approcher donc d'un expert du marché qui va vous accompagner dans ce processus-là. Alors, vous achèterez donc des titres en direct, actions, obligations, tout ça dans le but notamment de toujours aller vers la croissance du capital donc investi, et évidemment de continuer à percevoir un revenu régulier. Et votre objectif principal, c'est de percevoir un revenu régulier. N'oubliez pas qu'en amont, vous n'allez plus toucher vos salaires. Vous êtes à la retraite, vous n'avez plus donc vos salaires d'antan. Alors, à partir de cet instant, vous avez votre portefeuille d'investissement qui est constitué, mais le problème qui se pose à vous, c'est que ce portefeuille-là, il va être soumis aux aléas du marché. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir supporter la volatilité du marché et puis faire face notamment à la gestion de votre portefeuille d'investissement? Cela, la réponse vous appartient parce que cela va être en fonction de votre profil, j'allais dire, d'investisseur. Même si vous êtes d'un certain âge, votre profil peut être un profil, j'allais dire, légèrement agressif parce que vous êtes en train de penser à vos enfants, à vos petits-enfants, vous pensez à vos proches, vous dites « je veux absolument obtenir de la croissance sur mon capital investi ». Donc vous pensez aux autres, vous ne pensez plus à vous-même. Vous voyez ? Oui, vous êtes expert en la matière. C'est sûr qu'aujourd'hui, nous avons ces personnes-là de ce troisième âge-là qui se disent oui, j'ai une solution alternative, peut-être que je n'ai pas pris les devants ou je l'ai fait et je veux beaucoup plus sécuriser mon investissement. Quel conseil donnerez-vous pour une personne qui se trouve aux prises à une décision d'investir face, malgré à la volatilité du marché? Vous l'orienterez vers où? Justement, cela nous amène à la deuxième stratégie d'investissement, c'est-à-dire investir dans les OPCVM, c'est-à-dire dans les fonds communs de placement et dans les SICAV. Pourquoi? Parce que quand vous investissez dans ce type de produits sur le marché, vous avez de la diversification qui vous est donnée, notamment dans la constitution de votre portefeuille d'investissement. Et cela prend en compte quoi? Cela prend également votre risque, votre aversion pour le risque, et cela prend en compte évidemment la perception, j'allais dire, d'un revenu régulier que vous allez toucher sur votre portefeuille d'investissement. Et cela prend également en compte la croissance de votre capital investi. Et cela prend également en compte quoi? La préservation de votre capital. Donc, quand vous avez ce portefeuille-là, vous êtes, j'allais dire, satisfait, ouvert. Vous êtes vraiment satisfait du portefeuille que vous avez. Et c'est un portefeuille qui va répondre à plusieurs objectifs, qui va répondre à vos objectifs personnels, qui va répondre donc à la mise en abri, j'allais dire à l'abri, de vos proches et de votre famille. Et c'est un portefeuille, j'allais dire, pour lequel vous allez être vraiment, j'allais dire, très à l'aise. Dans le prolongement de la question de Alix, on va aller un peu dans nos quartiers, à Bobo, Yopougon et tout, de Koumassi. Alors, il y a cet homme retraité ou cette femme retraitée qui n'a pas forcément tout au long on va dire, de sa carrière touché un gros montant. C'est vrai qu'on a cette petite pension de retraite que nous touchons. Alors, pour cette personne-là qui a envie de faire quelque chose, le secret, par exemple, pour pouvoir tenir bon jusqu'à la fin de ses jours? Mais le secret, ce serait absolument de trouver une activité dans laquelle cette personne-là va investir. Okay. Vous savez, quand vous êtes, j'allais dire, oisif, vous ne faites rien du tout de votre temps pendant que vous êtes à la retraite, j'allais dire, entre guillemets, permettez-moi l'expression, vous vous épuisez. Il faut vous occuper. Il faut vous occuper. Donc, il faut trouver une activité dans laquelle vous trouvez donc une certaine passion. Il faut trouver une activité dans laquelle vous allez donc avoir, j'allais dire, un revenu qui va sortir donc de cette activité-là.
Si vous le faites, alors qu'est-ce que vous allez donc en tirer? Vous allez donc en tirer donc, la perception d'un revenu régulier qui va venir donc, compléter notamment ce montant qui va vous prévenir de votre retraite. Oui, en ce moment-là, vous allez vous retrouver avec un revenu pas conséquent comme cela s'entend, mais vous allez vous retrouver avec un revenu qui va vous, vraiment vous permettre de vivre décemment. Tout à fait. C'est clair que la retraite ne doit pas forcément rimer avec l'inactivité. Tout à fait. Soit dit en passant, l'oisiveté est mère de tous les vices. Alors, pour les proches des parents qui atteignent le 3e âge, par exemple, quel type d'investissement les parents peuvent opérer? Je m'explique. On n'a peut-être pas investi en amont, mais c'est clair que les enfants ont pris de l'âge. Investir sur ces enfants aussi, c'est une forme très, on va dire, d'à propos d'investissement pour les sécuriser. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. On ne pense plus à soi, mais on se sacrifie pour eux. Tout à fait, c'est une question, j'allais dire, très pertinente et qui m'amène tout de suite à vous dire que le produit financier par excellence qui s'offrirait donc à une personne senior dans ce cas, ce serait donc d'investir dans l'assurance vie. Vous savez, l'assurance vie est un produit d'épargne qui vous permet de répondre aux besoins de vos proches et de votre famille. Ça vous permet également en amont de décider qui sont vos ayants droit. Vous voyez, si vous décédez, il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau puisque les ayants droit sont décidés dans la mise en place de l'assurance vie. C'est un produit d'épargne qui vous permet également aussi de transmettre de manière, j'allais dire, très simple votre patrimoine, notamment à vos ayants droit. Et c'est un produit d'épargne qui vous donne du rendement, qui vous apporte des revenus. Et c'est un produit d'épargne, enfin, qui, vous pouvez donc le toucher en partie ou en totalité. Ça dépend donc de vous. Ça dépend des conditions que vous allez donc associer à ce produit financier. Mais l'assurance vie, vraiment pour une personne de 3e âge, est tout à fait indiquée pour répondre à cette question. Est-ce que Sonotropique, c'est vraiment utilisé? Parce qu'on a tendance à penser que c'est à l'extérieur, avec tout ce qui s'ensuit comme autre histoire au Cambolex. Est-ce que ici l'assurance vie c'est tout à fait utilisé, je peux vraiment vous le dire. Vous franchissez n'importe quelle porte de n'importe quel type de compagnie d'assurance ici sur la place, vous trouverez des produits d'assurance vie. Alors, dans tout ce que vous dites, on sent qu'il faut une volonté de la part de tout un chacun. Absolument, absolument. On l'a dit ici sur ce plateau. L'investissement demande un certain engagement, demande une certaine volonté, demande un vouloir faire. Voyez. Et si vous avez conscience donc de cela, vous vous mettez donc dans ce processus d'investissement pour pouvoir évidemment vous protéger vous-même et protéger également votre famille. Mais il faut absolument de la volonté, il faut absolument donc de la régularité, et il faut également donc de la constance dans ce que vous faites. Alors, vous avez parlé, stratifier les produits financiers qui on va dire, qui s'intéressent beaucoup plus aux personnes du 3e âge. Pour ces gens-là, en l'occurrence, comment pouvoir rentabiliser rapidement? Parce que vous avez aussi expliqué que l'investissement rime avec patience. Tout à fait. À cet âge, on n'a pas forcément le temps de patienter. Excusez-moi si je ris, mais vous savez, l'investissement, quand on parle d'horizon j'allais dire de placement, ça dépend de ce que vous entendez par l'horizon de placement. C'est vrai que de manière générale, on recommande au moins un horizon de 5 ans, mais je pense qu'à cet âge-là, vous avez au moins 5 ans devant vous pour pouvoir réaliser, constitué par un bon portefeuille d'investissement. Et vous savez, il y a une autre stratégie d'investissement qui peut, par exemple, vous amener à investir de ce que j'appelle un investissement donc indiciel, qui va vous amener à investir, par exemple, dans un indice. Je prends le cas du BRVM10, qui représente donc les 10 valeurs les plus actives du marché, qui sont donc les 10 valeurs qui sont vraiment les valeurs phares, entre guillemets, du marché. Voyez, vous pouvez donc investir dans ces 10 valeurs-là. Et si vous investissez dans ces 10 valeurs-là, vous appliquez ce qu'on appelle donc la gestion passive, vous répliquez donc les indices, et puis vous attendez. Et à la limite, je veux dire, ce n'est pas vous qui allez gérer votre portefeuille. Ce sont les responsables de la bourse qui le feront à votre place, puisqu'ils procèdent à des nouvelles allocations tous les trimestres. Et donc, à chaque fois, vous allez vous ajuster par rapport à ce qui sera fait au niveau donc, de la bourse. Et donc, vous allez avoir un portefeuille dynamique. Vous allez avoir un portefeuille, j'allais dire, qui va répondre aux exigences donc, de la bourse. Et c'est un portefeuille qui va vous rapporter beaucoup de revenus. Nous avons été surpris ici lorsque vous nous avez dit qu'on peut investir même avec même 1000 francs. Oui. Hein, on peut même se permettre des achats d'actions, ce qui nous permet bien sûr d'investir plus tard. Non, on investira plus de 1000 francs à tous les heures. Alors, l'on peut investir sans grande chose, même les personnes âgées qui n'ont pas forcément, tout au long de leur carrière, planifié cela.
Oui, tout à fait. Parce que vous savez que sur le marché boursier, il existe des produits dans lesquels vous pouvez investir, avec ce niveau donc, de revenus, hein, ce niveau, donc, j'allais dire, de constitution de portefeuille. Vous avez, par exemple, on a parlé tantôt ici des fonds communs de placement. On va évidemment revenir donc sur ce produit phare-là et le détailler pour nos téléspectateurs. C'est un produit qui vous permet d'investir vraiment à minima. Et aujourd'hui, la chose très intéressante sur le marché boursier, on a assisté à un moment donné à des cours de valeur qui étaient vraiment très élevés sur le marché. Et pour cela, la bourse a été amenée à ce qu'on appelle à fractionner donc ces valeurs-là, à procéder donc au fractionnement de ces valeurs-là pour pouvoir les ramener à un niveau qui soit accessible à monsieur tout le monde. Voyez, parce que vous avez des valeurs à un moment donné qui cotaient jusqu'à 200 000 francs, par exemple CFA, et aujourd'hui, ces valeurs ont été ramenées à des valeurs, mettons, de 5 000 francs, voire même de 8 000 francs CFA, pour permettre vraiment au plus grand nombre de pouvoir donc investir. À tout le monde d'investir. Alors, M. Abid Noguès, dites-nous, que répondrez-vous, par exemple, à des personnes seniors du troisième âge qui se diraient j'ai fini de faire ma vie, j'ai été très actif, maintenant, je vais seulement bénéficier de ma petite pension sans penser à investir. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce que je ne vais pas forcément profiter des investissements que je vais faire. Oui. Ou peut-être mes enfants vont s'occuper de moi aujourd'hui, ça va, voilà. Je suis à l'aise. Non, en fait, votre question m'amène à réfléchir à quelque chose. C'est quoi? C'est que vous avez quelqu'un qui arrive donc, j'allais dire, qui est au troisième âge et qui décide donc de ne pas investir ou qui décide justement de profiter uniquement que de ses revenus. Mais cette personne, elle a une famille, elle a des proches. Et je pense qu'elle a un engagement moral vis-à-vis donc de sa famille, vis-à-vis de ses proches. Elle ne peut pas, à mon avis, se comporter donc de cette façon-là. Elle ne peut pas jouir notamment de ses revenus exclusivement pour être seule. Je pense qu'il doit aller dans un sens, dans le sens du partage et dans le sens donc, de la responsabilité vis-à-vis donc de sa famille, notamment de ses proches, pour pouvoir évidemment s'occuper donc de sa famille. Alors, quand je regarde même, vous savez, nos parents, quand on regarde un peu ce qu'ils avaient un peu comme moyen à l'époque, par rapport donc à cette Côte d'Ivoire que nous connaissons tous, ce n'était pas grand-chose. Mais ils ont quand même réussi à faire éduquer tous leurs enfants. Ils ont quand même réussi à acquérir donc des biens immobiliers ici et là. Ils ont quand même réussi, j'allais dire, à prendre en charge leur famille et leurs proches. Et c'est vraiment ce que je recommanderais donc à toute personne du troisième âge. Pour poursuivre la projection. Oui, tout à fait. Merci beaucoup à M. Guy Abid Noguès. Eh bien, vous avez dans cette émission tous les rudiments pour vous permettre d'avoir une belle vie, oui, tout simplement en investissant. Et essayez et puis vous allez voir que ça apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de chaleur dans la vie. Merci beaucoup. Allez, Alix, on a terminé cette émission. Tout à fait, tout à fait. On prend soin de toutes les générations, depuis le berceau jusqu'à la canne. Donc, restez en notre compagnie. Et toujours, on s'occupe de vous. Allez, à demain. À demain, au revoir.